Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste tous les jours à 12h00 sur la chaîne principale DMG TV. Sur YouTube, on poste à 12h00. Sur la deuxième chaîne qui est celle des histoires mystiques exclusives, on poste tous les 15h une histoire exclusive. Et sur la troisième chaîne qui est celle du backup, juste pour pouvoir avoir une sécurité de nos vidéos, que si jamais on paye la première chaîne, deuxième chaîne, on sera au moins là pour récupérer. On a DMG TV backup qu'on poste tous les 13h30 les anciennes histoires. Et donc, abonnez-vous sur toutes les chaînes. DMG TV YouTube. On a DMG TV pour les directs, c'est sur TikTok à 20h00 les mercredis et vendredis. Voilà. Et on a aussi une chaîne Facebook qui est DMG TV. Suivez-nous aussi là-bas. Et donc, aujourd'hui, on va écouter plusieurs histoires. Je vous invite à liker, commenter, partager. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Surtout, laissez un like pour donner la force au mouvement. Voilà. On va écouter la première histoire. Bonjour ou bonsoir, selon le fuseau horaire, à DMG, à toute la communauté DMG. Il s'appelait Souleymane. Je ne connais pas son nom de famille. Je connais ses origines. Il venait d'un pays dit le Sénégal et d'une région dite Kédougou. C'était un SDF. Ici en Europe et précisément en France. Souleymane, de là où tu te trouves, mon cher monsieur, repose en paix. Ta vie ne fut jamais de tout repos. Et je demande au Tout-Puissant que là où tu es, que la terre soit légère sur toi, que ton âme repose en paix, et enfin, que tu connaisses le paradis une fois dans ta vie. Soit-il le paradis de l'au-delà par la grâce de Dieu. Tu mérites un vibrant hommage et il se trouve que cela tombera sur l'émission de DMG. Cette émission des histoires mystiques. Toi qui avais amené ta femme en France pour t'y rejoindre. Encore je précise, je ne connais pas ton nom de famille. Peut-être un jour, un membre de ta famille fera un tour dans cette émission et saura que tu n'es plus de ce monde. Il y a tant de gens qu'on cherche, qu'on ne trouve pas. Tant de gens qui sont partis en Europe des années, qui ont disparu, qu'on croit morts ou encore vivantes, mais qu'on ne sait pas où les chercher. Toi qui avais amené ta femme par amour, ici en France, cette femme qui a préféré ou qui t'a préféré à un blanc. Oh, si seulement elle était partie avec ce monsieur, sans pour autant bouleverser ta vie, basculer ta vie. Ça aurait été un moindre mal. Mais Souleymane, Birago Diop du Sénégal disait, le célèbre écrivain, les morts ne sont pas morts, ils sont parmi nous. Si ton esprit est encore, je ne te le souhaite pas. Que tu saches au moins qu'une voix à qui tu avais confié ton histoire par pur hasard se dresse pour dénoncer ce fléau de femmes impitoyables
rejoignant leur mari en Europe. Non contentes d'être là, partent avec un autre homme, mais aussi maraboutent et rendent la vie de leur époux mystique, misérable. C'était le cas de Souleymane, l'homme inconnu dont je ne connais pas le nom de famille et qui m'avait un jour raconté à moi, devant une boutique Bonne Journée où je prenais mon café. Je l'ai vu habillé de lambeaux. Je l'ai vu habillé comme tous ces SDF. Je l'ai vu isolé, marginalisé, un matin où j'allais au travail. Touché par son apparence et me disant est-ce qu'il avait faim, est-ce qu'il avait soif. Je l'ai appelé. Mon cher monsieur, voulez-vous vous rejoindre à moi pour prendre un café? Il m'a regardé en s'indexant lui-même et en me disant moi, j'ai dit oui, vous monsieur. Peut-être n'avait-il pas souvent la chance qu'on lui adresse encore des paroles de politesse, qu'on l'invite encore dans ces sociétés qu'il avait marginalisées. Il m'a rejoint, pieds nus, habillé en lambeaux. On a partagé un café et je lui ai acheté à manger. Il avait l'âge de mon père. Je l'ai appelé papa. Et il m'a dit, appelez-moi Soul. Et je lui ai dit, pourquoi Soul? Il m'a dit, je m'appelle Souleymane. Et c'est mon diminutif. Il m'a dit, madame, que Dieu exauce tous vos vœux sur terre. Je lui ai dit, amen. Il m'a dit, madame, j'étais quelqu'un dans ce pays. Et le voilà me racontant son histoire que je vous raconte aujourd'hui. Sait-on jamais si un jour un membre de sa famille le cherche encore? Cet homme n'est plus. Cet homme a souffert. Il me dit, j'avais amené ma femme qui m'a quitté pour un blanc, mais qui m'a marabouté. Le jour que je quittais ma maison, je l'ai quitté pieds nus. Et je n'ai plus jamais porté de chaussures jusque là où je vous connais. Et il m'a raconté les tenants, les aboutissants, comment il a découvert tant de talismans, de gris-gris dans sa maison, de maraboutage, qu'il a commencé à perdre son travail, à perdre son honneur. Oui, un homme qui quitte chez lui, qui quitte son toit, parce que cette femme a décidé tout simplement de l'en chasser et de choisir un autre homme occupant de cette maison. Souleymane, tu n'as plus de voix, je serai ta voix. Alors, il m'a raconté qu'il venait de Kédougou, une région du Sénégal. Il avait des locks entretenus comme il pouvait, d'autant plus qu'il dormait dehors. Ce jour-là, ce monsieur m'a raconté toute sa vie. Comment il a su qu'on le maraboutait et comment il n'a pas su entendre. Auparavant, il était bien placé, ingénieur. Comment il n'a pas su déjouer ce maraboutage et comment il a fini dans la rue, dormant dehors. Comment pendant 20 ans, il n'a pas remis les pieds au Sénégal et n'a jamais revu sa famille. Peut-être qu'il pense qu'il est mort ou qu'il les a abandonnés. Non, Souleymane ne vous avait pas abandonné. Pendant 20 ans, il circulait dans les rues de Paris. Pendant 20 ans, il était devenu sans domicile au moment où je l'ai connu. Pendant 20 ans, il survivait. Souleymane ne vivait plus. Maintenant, il se repose. Comment je l'ai su? Je l'ai pris comme un papa. Je lui payais son café, à manger quand je le croisais parce que je ne savais pas où le trouver à temps fixe, ni à lieu fixe. Mais je partageais toujours avec lui. Et la dernière fois que je l'ai vu, parce que je devais repartir en Afrique pour mes vacances, il avait les pieds enflés. Et je lui ai dit, Souleymane, qu'est-ce qui vous arrive?
Il m'a dit, je pense que je déclenche des problèmes de cœur. J'ai dit, est-ce que vous êtes parti à l'hôpital? Nous sommes dans un pays où on peut vous prendre en charge. Il m'a dit, oui, je suis parti à l'hôpital, mais je prends des médicaments même. Je lui ai dit, mais il faut peut-être que vous arrêtez de consommer les produits, bon, vous savez, les boissons qui peuvent exacerber, parce que je veux respecter son honneur, que je ne veux pas dire certains mots. Ce qu'il utilisait, peut-être pour se réchauffer, peut-être pour noyer son désarroi. Je lui ai dit d'arrêter de prendre ça afin qu'il puisse guérir. Et je lui ai dit que je partais en Afrique. Il me dit, ah bon, salut-moi les Africains. Oh, le pauvre. Et je lui dis, à mon retour, si je ne vois pas d'amélioration, je te forcerai à repartir à l'hôpital. Il me dit, mais fais-moi confiance. Je suis partie à l'hôpital et je prends mes médicaments. Ce jour-là, je lui ai payé un bon plat dans un restaurant où il traînait aux alentours là-bas. Et je lui ai dit au revoir. À mon retour de l'Afrique pour un court séjour, je suis repartie à la boutique Bonne Journée, l'enseigne Bonne Journée qui fait des cafés et sandwichs, pour prendre un café. J'ai vu une de mes sœurs ivoiriennes, parce qu'elle venait de la Côte d'Ivoire, qui était vendeuse dans cette boutique. Et je lui ai dit, mais où est Souleymane? Ce jour-là, elle m'a menti, parce qu'elle savait les relations que j'entretenais avec Souleymane. Quand je le voyais devant la boutique, je lui payais des trucs et on discutait, on rigolait, on s'adorait. Elle m'a dit, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. J'ai dit, d'accord. Je suis revenue à 3 reprises. Et chaque fois, je tombais sur l'Ivoirienne. Et je lui ai dit, où est Souleymane vraiment? Parce que je commençais à avoir des pressentiments. Et ce jour-là, elle m'a dit, tu sais, ton ami est décédé. On l'a trouvé mort là où il était couché dans la rue, près des boutiques d'un centre commercial. Alors, j'ai pleuré. Et je lui ai dit au revoir au fond du cœur. J'ai toujours gardé cette histoire secrète. Mais l'émission de DMG, je sais que c'est fréquenté. Et j'espère que la fréquentation sera encore beaucoup plus haute. Et tous les horizons, tous les pays d'Afrique peuvent venir à travers leurs citoyens écouter cette émission DMG. Et si un jour, quelqu'un de Kédougou ou quelque part au Sénégal, si quelqu'un cherche encore un certain Souleymane, grande de taille, avec des locks, un monsieur qui était ingénieur, sa femme qui l'a amené, l'a marabouté, a foutu sa vie en l'air. Et en vivant dans la rue, il a fini d'une manière misérable, mais c'était un gars formidable. J'en sais quelque chose. Du peu qu'on a échangé, un homme honorable. Il n'est plus parce que sa mauvaise santé l'a emporté. La vie dans la rue n'est pas facile. Voilà un témoignage avec le ton un peu grave, vous m'en excuserez, mais en moralité, vous les femmes qui quittez l'Afrique pour rejoindre vos maris, et je dirais aussi le contraire, vous les hommes qui quittez l'Afrique pour rejoindre vos femmes en Europe, si l'amour devient impossible, ne rendez pas impossible la vie de votre conjoint ou de votre conjointe. Si l'amour a été un moment de communion, une fois qu'il n'y a plus les sentiments, bon sang, séparez-vous avec dignité, en tout honneur. Mais n'engagez pas ces procédures mystiques pour créer des embouteillages inutiles dans la vie de vos conjoints ou conjointes, jusqu'à les sacrifier si loin de leur pays d'origine, dans des horizons tout à fait étrangères comme l'Europe, et qu'ils finissent comme ça sans jamais revoir leur famille. Après des années d'absence, on les cherche encore, peut-être sont-ils morts ou mortes. Arrêtons
de nuire la vie des gens. Ici sur Terre, nous ne sommes que des voyageurs. Tôt ou tard, nous rejoindrons notre Seigneur. Quelle qu'en soit l'appellation, nous les musulmans, Allah, chez les chrétiens, le Saint-Esprit, chez les juifs, Yahweh, etc., nous le rejoindrons un jour. Et gare au jugement dernier. À bon entendeur, salut, la citoyenne africaine, à tantôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonjour ou bonsoir, selon le fuseau horaire, à toute la communauté DMG et à DMG lui-même. Il y a des histoires qui se présentent comme des fils entremêlés à démêler. Et ce n'est pas facile. Dès lors, on se pose souvent la question de savoir si l'histoire que nous allons raconter est de la trempe des histoires qui sont mystiques. Et celle que je m'en vais vous raconter en est une. Mais je suis convaincue que c'est une histoire mystique. Par contre, les auditeurs de la chaîne, mes frères et sœurs, nous diront tantôt si ça en est une. Je l'expose. Quand j'étais au collège, non, au lycée, et j'avais l'habitude d'éloigner de mon domicile de la fréquentation de ce lycée, soit de marcher une bonne part de la route afin de rejoindre mon domicile, soit des fois quand la paresse y est, prendre les transports et rentrer. À l'occasion de mes promenades, j'ai rencontré un fou qui était en train de dire « Non, ce n'est pas la bonne. Non, ce n'est pas la bonne. Non, ce n'est pas la bonne. » Je disais « Mais qu'est-ce que ce fou est en train de raconter ?» Moi-même, suis-je normal pour m'attarder sur les paroles d'un fou, peu cohérent. Mais il continuait à dire « Ce n'est pas la bonne, ce n'est pas la bonne. » Et j'étais là à le regarder. Un monsieur qui passait me dit « Tu connais ce fou ?» Et je lui dis « Mais non. » Il me dit « Vous savez, la parole qu'il dit souvent, son histoire est liée à l'hôpital de la capitale du pays d'où je viens. En fait, c'était un gardien de morgue qui avait l'habitude d'abuser des défuntes qu'il avait normalement la charge de surveiller dans leur dignité en attendant d'être enterrés. Par contre, lui, il se faisait plaisir le temps qu'on les enterre. Et il avait apparemment cette habitude d'abuser des défuntes. Ce qu'on appelle, dans le langage criminologique, la nécrophilie. Et dès lors, toute personne qui abuse de cadavres est un nécrophile. Et dès lors, ce nécrophile abusait tant des défuntes, et ça a passé comme une lettre à la poste, jusqu'au jour où il est tombé sur une défunte qui ne s'est pas laissé faire. Parce qu'une fois qu'il a entamé sa procédure de sexualité sur cette défunte, celle-ci apparemment se serait réveillée et aurait saisi son trésor. Et à ce moment-là, il a eu tellement peur qu'une fois qu'il s'est dégagé, de là viendra sa folie et il a couru pour sortir de l'hôpital, de cette morgue, en disant « ce n'était pas la bonne, ce n'était pas la bonne, ce n'était pas la bonne ». Et c'est pour cela qu'il marche jusqu'à nos jours dans la rue, s'il est encore vivant, je n'en sais rien, parce que j'ai quitté le pays, en disant « ce n'est pas la bonne, ce n'est pas la bonne ». Voilà une histoire qui me montre, ou en tout cas m'a inspiré un constat. Si quelqu'un est assez tordu pour aller abuser de
défunte ou de défunt, si c'était le cas contraire, c'est qu'il est forcément habité par des esprits négatifs qui font qu'il fait ce genre de choses. Parce qu'une personne normale ne peut pas aller faire l'amour avec une personne morte. Donc, qu'est-ce qui le véhiculait? Qu'est-ce qui le motivait à faire de pareilles choses? Je n'en sais rien, mais c'est tout à fait mystique et c'est tout à fait mystérieux. Vous m'en direz votre pensée. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. À bon entendeur, salut, la citoyenne africaine. À tantôt. Likez, commentez, partagez pour le bien de cette chaîne. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Bonjour ou bonsoir, selon le fuseau horaire. ADMG et toute la communauté DMG. Toi, la mauvaise âme, toi, le mauvais être, qui au lieu d'avoir de l'empathie pour la personne qui a perdu son esprit, se permet d'abuser d'elle pour des raisons obscures. Je me rappelle, comme disait un de mes profs d'économie familiale, je me rappelle, et nous l'avons tantôt surnommé je me rappelle. Me voilà en train d'emprunter son pas, je me rappelle. Un monsieur, c'était une nuit, dans ma ville natale, où je me promenais avec mon oncle pour prendre de l'air et nous nous dirigions vers le centre-ville où deux quartiers sont séparés par un emblématique pont dans cette belle ville de la Venise de l'Afrique. Et nous avons rencontré un homme qui abusait d'une folle. Cette folle avait eu beaucoup d'enfants, causés par certainement des hommes qui n'ont pas de scrupules et qui se permettent d'abuser de ces genres de personnes pour des raisons multiples. Alors, la folle criant nous a alertés et nous sommes arrivés, mon oncle et moi, avons maîtrisé l'homme et lui avons donné une belle correction. Et il le méritait. Après la correction, toujours à la présence de la folle, nous lui avons posé la question, à savoir, pour quelle raison il avait une pareille attitude envers cette personne souffrant de l'esprit. Et la femme souffrante de l'esprit était à côté de nous en train de gesticuler et à continuer à dire « c'est lui, avec son caleçon rouge, c'est lui, le père de mes enfants ». Bon, donc on venait certainement d'assister au renouvellement d'actes ignobles envers cette personne démunie de l'esprit. Et l'homme nous disait, en réponse à notre question, qu'il le faisait pour s'enrichir, que les tradipraticiens, pour ceux qui sont non scrupuleux et qui œuvrent pour ces genres d'actions, lui auraient dit que abuser de ces personnes démunies d'esprit lui rendrait encore plus riche. Et dès lors, on l'a encore bastonné, jusqu'à ce qu'il y ait d'autres personnes qui se joignent à nous. Et après, on a appelé la police pour qu'il fasse un petit tour là-bas, question de lui requinquer un peu l'esprit, afin qu'il redevienne normal
envers ces personnes qui sont démunies de l'esprit. Je tiens à vous dire que cette personne souffrante de l'esprit habitait dans notre quartier, nous la connaissions, aujourd'hui elle est décédée, mais elle a laissé à sa mère plusieurs enfants. Donc certainement ce gars, au caleçon rouge, était le père de ses enfants. Ces phénomènes-là existent en Afrique. Et donc, pour moi, il n'y a pas de moralité à donner à ces gens peu scrupuleux, parce que qu'est-ce qu'ils feront de cette moralité si ce n'est perdre mon temps à en donner? Mais par contre, un conseil, je leur donnerai. Une personne qui est démunie de l'esprit est un bien de Dieu. Si nous n'avons pas pitié de cette personne, ne lui faisons pas de grâce du mal. Parce que tôt ou tard, nous tous, nous serons dans nos tombes, et je l'espère, le plus tardivement possible. Que dirions-nous à Dieu pour ceux qui se font de tels actes? L'au-delà, personne n'est revenu nous dire. Mais les livres saints qui existent nous ont dit assez de choses sur la connexion de nos attitudes et nos récompenses dans l'au-delà, ou nos punitions dans l'au-delà. À bon entendeur, salut la citoyenne africaine. À tantôt. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Bonjour DMG TV, bonjour la famille, bonjour à tout le monde et bonne année. Et je vous souhaite une excellente année, que l'année 2025 vous apporte la santé, le bonheur, le réconfort et la paix du cœur. Ce matin, j'aimerais bien vous raconter mon histoire, ou peut-être l'histoire d'une tante à moi qui m'a été racontée par ma mère, parce que l'histoire l'avait énormément marquée. En fait, il s'agit de sa petite sœur qui est morte très jeune, je dirais à 34 ans. 34 ans, c'est la vie. On est pleine de vie. Et je dirais que la morale, je vous donnerai peut-être la morale maintenant, c'est que il faut jamais se prosterner devant un fétiche ou une entité qui n'est pas de notre famille. Bon, généralement, nous, les jeunes filles, nous sommes habituées, quand on aime, à faire tout ce que... à aimer aveuglement, en fait, à faire tout ce que l'amoureux veut. Et au final, on se met dans la niasse, comme on le dit chez nous. Et voilà. Donc, elle était toute jeune, je dirais, elle avait à peine 22-23 ans. Elle a raconté, en fait, l'amour de sa vie et ils s'aimaient énormément. Et ils ont décidé de se marier. Et tout allait bien, c'était le début, c'était l'amour et c'était la joie. Et voilà, après le mariage, ils se sont déplacés dans le sud-ouest de mon pays, qui est une région vraiment mystique. Et dans le sud-ouest, alors, arrivée chez ses beaux-parents, elle a été obligée de faire allégeance au fétiche familial. C'est-à-dire, en fait, au sud-ouest, il y a les Sénoufos, il y a plein d'ethnies. Donc, elle a fait allégeance en disant, oui, je reconnais ce fétiche. Et voilà, c'était le fétiche de sa belle famille et tout. Mais le problème, c'est qu'au cours de son mariage, elle a été vraiment malheureuse dans ce mariage. Le monsieur était très violent, infidèle et tout. Et donc, elle a décidé en fait de se séparer de son mari. Et en se séparant, elle avait complètement oublié qu'elle avait fait peut-être 10 ans auparavant allégeance à un fétiche, quoi. Et le problème, c'est que la plupart de ces fétiches, c'est des fétiches où on ne se sépare pas comme ça. C'est-à-dire, quand tu fais l'allégeance, tu rentres dans le fétiche familial. Donc, quand tu t'en vas, il faut qu'on te refasse sortir, je me dis. Et donc, du coup, après son divorce, une année après, elle a commencé à tomber malade. Vraiment malade, elle maigrissait. On ne trouvait pas en fait ce qu'elle avait. C'était de la souffrance, de la douleur et elle était vraiment malheureuse. Et bon,
Elle n'a dit à personne, elle se rappelait, je pense personnellement qu'elle ne se rappelait peut-être même pas qu'au début de son mariage, il y a 10 ans auparavant, elle avait eu à faire une allégeance à un fétiche ou à quelque chose de ce genre. Donc, elle est tombée malade. Elle a fait peut-être 3 ans de maladie. Elle était tout le temps malade. On ne trouvait pas ce qu'elle avait. Et son ex-mari est venu, en fait, pour la voir et pour voir comment elle allait. Et quand son ex-mari l'a vue, il lui a dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit que ton cas était si grave? J'aurais dit à ma famille de te retirer du fétiche. Parce que notre fétiche à nous, on ne nous quitte pas. Mais en ce moment, quand il a dit ça, ma mère m'a raconté que de leur côté, ils sont allés voir mystiquement, ou bien ils sont allés voir aussi ce que vous appelez les gangas. Et on leur a dit que c'était trop tard. C'était depuis le début qu'on devait en fait agir. Maintenant, la maladie était tellement avancée que rien ne pourrait se faire et elle allait malheureusement décéder. Et c'est ce qui s'est passé. Et en fait, c'était vraiment une tristesse. Et ma mère m'a toujours dit, qu'importe l'amour que tu as pour un homme, ne rentre jamais dans une chambre familiale de ta belle famille, soi-disant qu'ils ont leur fétiche, ils ont leur gris-gris, ils ont je sais pas quoi, c'est des dossos, Non, tu ne rentres pas. Ça ne te regarde pas. Tu as tes propres coutumes, tu as tes propres fétiches, tu as tes propres, je sais pas, mœurs. Ne rentre jamais dans ce que tu ne connais pas. Souvent, on le fait de façon innocente, en se disant, oui, je le fais parce que j'aime mon mari, mais en fait, on ne connaît jamais la suite de l'affaire. Une personne bienveillante aurait peut-être pensé à se dire, ah ben j'ai divorcé avec la dame et ce qui s'est passé, en fait, c'est lui qui connaît en fait les coutumes de chez lui et non sa femme. Mais bon, il a été malhonnête, je dirais ça comme ça, paix à leur âme, parce que je vous dis que lui aussi n'a pas eu longue vie, hein. Il est mort quelques années après et de façon dramatique. Bon, ça c'est une autre histoire. Ben, merci, c'était ma petite histoire et excellente journée. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Alors, salut à toute la famille DMG. Ici votre jeune frère Leonidas pour une autre histoire mystique. Comme d'habitude, avant tout propos, je vous demanderai tout simplement de liker, de commenter, de partager, afin que ceux qui ont besoin vraiment d'entendre ces histoires puissent être sauvés à leur tour ou puissent déjà devenir des personnes aguerries. Voilà, merci. Je pense ne pas être trop long, parce que certains ont dit que j'étais trop long, qu'ils ont dû taper, blablabla. Bon, écoutez, c'est un peu ça. Et alors, j'aimerais raconter cette histoire-là et j'espère que, disons, l'inspiration ne va pas me permettre à prendre trop de temps parce qu'il y a certains aussi qui ont la connexion. Voilà, c'est une histoire qui m'est arrivée, je me lance, que je vais carrément intituler l'initiation ratée. Dans les différents échos de certains frères, disons, de certaines histoires, il nous vient de nous rappeler de certaines choses qui nous sont arrivées. Moi, je me rappelle que c'était encore dans la fleur de l'âge, quand j'étais encore en classe de seconde ou première, j'avais développé comme ça une rage pour la sorcellerie et disons, méchante, la mauvaise sorcellerie, disons comme ça. Celle, je parle de mauvaise sorcellerie, je ne sais pas si une sorcellerie, mais elle est déjà bonne, mais celle qui retarde, qui tue, qui empêche l'évolution, celle qui carrément devient une gangrène même pour l'être humain. Voilà, et parce que on avait vécu des situations dans la famille qui vraiment m'avaient fait développer ce ressentiment-là. Comme ça, j'en ai parlé de cela à un de mes frères, disons un cousin en question, qui m'a fait comprendre que lui, il avait un de ses vieux pères là, chez qui il partait, il appelait comme ça vieux père parce que c'était un vieux papa, chez qui il partait pour se blinder. Dans le temps, c'est comme ça on disait. Bon, c'est maintenant qu'on parle de blindé, mais dans ce temps, on ne parlait pas de blindé, on parlait de protection et autres. Moi, je dis non, moi,
je cherche quelqu'un qui va me permettre au fait, je voulais développer je savais que je faisais des songes. J'avais la vision nocturne dans le temps, mais je ne savais pas comment ça s'appelait encore. Mais je savais que je faisais des songes qui s'avéraient même souvent. Donc, je voulais que cela se développe à telle enseigne que je voie, genre, avoir la clairvoyance. Voilà, c'est ce que je voulais. Alors, j'en ai parlé à mon cousin en question qui me disait, c'est un ami. Vous savez, nous au pays, quand la maman a une amie d'enfance qui grandissent ensemble, les enfants de cette dame-là deviennent nos cousins, elle, c'est la tante. Donc, c'est un peu ça. Mais en réalité, on n'a pas de lien de parenté. Voilà, à part l'amitié des parents, des mères. Du coup, l'ami en question me dit, tiens, moi j'ai mon vieux père là, vraiment il est bon et peut-être qu'il peut t'aider déjà à te laver et puis bon, c'est ce que tu veux là, peut-être ça. Je lui ai dit, ok, si tu es intéressé, je vais t'accompagner parce que moi je vais le voir les vendredis. Il dit, ok, mais un vendredi, moi je bosse, donc si tu veux, samedi, on peut aller samedi soir. Il dit, ok, samedi soir, il me dépêche, il vient me prendre, on va chez son soi-disant vieux père. J'arrive, je trouve un vieux papa. Je crois qu'il était dans la cinquantaine, hein, 50, 55 ans, 60 ans, si je ne me trompe pas. Père de 3 enfants. Assis devant chez lui. J'arrive avec le frère en question, il me présente, il dit, voici mon frère là, dont je t'avais dit tout ça. Il dit, bon, tu as déjà parlé de moi à ton père. Il dit, oui, oui, mais comme tu m'avais dit, comme je venais vendredi, tu vois que ça fait 2 fois, moi, bon, disons, je suis venu hier, donc je lui ai parlé de toi, il a dit de venir avec toi, du coup, on est là. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Et ensuite, je fais connaissance avec le papa et je lui demande comment les choses vont. Il me dit, mais tiens, que d'abord, avant toute chose, pourquoi est-ce que moi, je veux voir? Je lui dis comme ça que, Joe, moi, je suis fatigué de saluer les gens avec les pieds ou de croire tenir la main des gens. Souvent, c'est le pied qui tient. Il a commencé à rire. Et moi, je vais voir. Il dit, mais c'est des trucs qui fatiguent. Hein. Il dit, c'est pas un problème. Parce que je crois que j'en ai déjà vu assez. Parce que dans les songes, en ce moment, je faisais des songes vraiment pas possibles. Où je me téléportais, j'étais dans des mondes, vraiment, je ne comprenais pas. Je croisais des monstres, bon, donc je me disais que j'avais déjà vu. Donc, je voulais maintenant voir en réalité, quoi. Pensant avoir le cœur. Mais, toutefois, je ne peux pas être sorcier. Et le papa, il m'écoute, j'ai fini. Il me dit, ok, mon fils, tu sais ce qu'il faut. Je crois que c'est d'abord assurer ta protection. Parce que ces genres de trucs-là, tu peux tomber sur certains esprits qui vont vouloir te faire du mal. Et si tu n'es pas protégé, ils vont t'atteindre. Moi, je vais te dire, moi, je suis sorcier. Mais me balance la chose, hein. Moi, je suis sorcier. Moi, je tic, je recule sur le tabouret. Il me dit, non, il ne faut pas avoir peur. Il dit, non, ce n'est pas que j'ai peur. Mais comme j'avais déjà, disons, développé ce sectarisme en mer pour la sorcellerie, parce que j'en ai vu qu'ils ont fait vraiment beaucoup de mots à certaines personnes. Et il me dit, non, mais lui, il ne mange pas. Il ne gâte pas la vie d'autrui, mais c'est un tireur d'élite. Je dis, waouh, je ne savais pas que ça existait, ça. Donc, en quelque sorte, le papa me disait comme ça que lui, en sorcellerie, c'est un sniper. Bon. Il dit oui, c'est un sniper. Bon, je n'ai pas voulu entrer dans les détails ou poser des questions. J'étais tellement curieux, je posais beaucoup de questions. Mais ce jour-là, je ne sais pas pourquoi je me suis tué pour certains cas, pour certaines choses qu'il arrivait bien à me déballer. Il dit, tu sais, ce que tu es en train de chercher là, ce n'est pas un truc qui est difficile. Tu vois, moi, mes enfants, ils sont tous des prévoyants. Ils voient. Et c'est bon. Comme ça, tu sais où mettre tes pieds. Tu sais où ne pas marcher, tu sais où marcher. Donc, si c'est ça que tu veux, ça peut se faire. Mais il y a certains rites dans lesquels tu dois passer. Je ne sais pas si c'était l'initiation d'une initiation spirituelle. Ça, je ne savais pas. Bon, comme je suis en train de causer avec le papa, mon ami, il s'est déplacé, donc je parlais avec lui disons, c'était un one-man show. Alors, le père me dit que le truc va se faire en 2 étapes. Tu vois la ville de Mans où nous sommes, la ville natale, et il y a 4 grands carrefours dans cette ville-là, où ils font le marché spirituel et où ils font les réunions. Il dit, bon, il dit oui. D'abord, pour que tes yeux s'ouvrent, ou bien pour que tes yeux s'ouvrent, on va devoir aller physiquement sur le lieu, pour que je te montre les différents points stratégiques. Et après, on va devoir y aller spirituellement. Il dit spirituellement. Il dit oui. Il dit mais comment? Mais physiquement, papa, excuse-moi, mais physiquement là, le vieux, excuse-moi, mais physiquement là, la ville, elle n'est pas petite. Il va falloir prendre un taxi. Moi, je n'étais qu'un jeune élève.
de la classe de seconde qui louait une maison dont la mère se battait pour lui envoyer son argent de poche la fin du mois. Mais je vais prendre un taxi, même pour aller à l'école, je marchais, je ne prenais pas le taxi. Mais je vais prendre un taxi pour aller me promener dans les différents points stratégiques de la ville. Mais ça peut être au sud, au nord. Vous voyez un peu où je vais en venir. C'est des points qui sont un peu retirés. Il lui dit, mais moi, je n'aurais pas d'argent pour pouvoir faire tous ces transports. Il dit, oui, tu vois, voilà pourquoi je vais te dire que la deuxième partie spirituelle pour la visite, c'est encore plus rapide. Là, c'est rapide. En un clin d'œil, on est là-bas, on est ici, on est, puis c'est fini. Mais c'est moi qui va devoir d'abord assister à ta protection. C'est moi d'abord qui vais devoir être ton protecteur. Bon, j'ai tiqué. Vous savez, c'est vrai qu'on fait des bêtises, mais tout un chacun a en son cœur une petite flamme, disons, religieuse, disons comme ça. Donc moi, je me dis, mais attends, si c'est lui qui doit assurer ma protection, le jeu, lui, on le douffe, ça veut dire qu'on l'élimine, ça veut dire que moi, il pourra m'atteindre parce qu'il sera comme mon bouclier. Je pensais que c'était Jésus qui était notre seul bouclier, non. Si un homme doit être un bouclier pour toi, je sais que tu es perdu. Bref, c'est pas un problème, on y avance. Ça, c'est une pensée que j'ai eue intérieurement. Donc, je continue, le papa me dit, la visite se fera rapidement sur le lieu spirituel. Tu vas voir quand ils font les réunions et tu vas voir le marché qu'ils font. Après cela, c'est tout. Il dit, c'est tout. Il dit, oui, c'est tout. Tu vas voir. J'ai trouvé c'est un peu trop facile, non? Il me dit, mais pour commencer, comme je l'ai dit, tu dois d'abord assurer ta protection, te laver, tout ça, te protéger pour tes yeux, tout ça. Tu dois d'abord te laver. Et pour te laver, tu vas dans la pièce qui est juste à côté. C'est comme si le papa avait déjà préparé tout. Hein. C'est pas qu'il m'a donné un jour, quoi que ce soit. Lave-toi. Donc, tu vas dans la pièce dedans. Tu vas trouver un canari. Si tu veux, tu viens, moi, je vais te montrer, je vais t'expliquer. Et puis maintenant, la nuit, à 1h, 2h du matin, je vais venir te chercher. Et moi qui pose la question, le vieux, tu vas venir me chercher comment? Tu ne connais même pas chez moi. Tu sais que l'on habite dans un quartier terrestre quelque part, c'est loin. Il dit, t'inquiète, je vais te trouver. Et puis, on se met à rire. Il dit, ah, le vieux, tu es dangereux. Hein? Il dit, non, ça c'est un petit problème, je vais te trouver, t'inquiète. Mais si je t'appelle, tu sors pour qu'on aille. Pour que je te montre les coins et puis c'est bon. Il dit, ok. Famille DMG. Souvent, on dit l'ignorance tue. Mais quand Dieu a ta main sur toi, au fait, cette petite lueur de crainte, cet esprit qui te parle pour dire non, 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 quand tu arrives à le développer, il te donne la force. Tout compte fait, moi, j'avais toujours cette rage, je voulais en finir avec cette saison d'histoire d'être aveugle. Je voulais voir. Mais je vais, avec le papa, je le suis, on rentre dans la pièce. En fait, il avait, on va dire comme ça, 2 chambres salon. Non, c'était une chambre salon. Seulement que le salon, le salon réel était, on va dire comme ça, une autre chambre, divisée en 2, à un drap. Et la terrasse, ils ont fait une sorte de, c'est-à-dire qu'à l'entrée principale, ils ont fait une sorte de préau en bois, en bambou, et qui sert de salon. Ça veut dire que quand tu rentres dans la maison, c'est le préau, mais le préau sert réellement de salon avec la télé, avec une porte en clé, tout ça. Maintenant, tu rentres dans le salon maintenant. Et là, on divise. Et il y a le salon arrière où il a pris maintenant pour faire son antichambre, disons, son antichambre. Donc, c'est dans cette antichambre-là qu'il m'envoie. Et j'y arrive, je croise au devant de moi un petit canari, mais noir. Ah! Il me dit, tu vois le canari là, c'est dans ça que tu vas te laver. Mais je demande, je vais me laver. Il dit, non, t'inquiète, tu t'es déjà lavé dans le seau, non? Il dit, oui. Il dit, ok, c'est la même chose. Tu plonges ta main dans le canari, tu recueilles l'eau, puis tu verses ça sur toi. Tu demandes à chaque fois tes yeux n'ont qu'à s'ouvrir, si tes ennemis viennent contre toi, ils n'ont qu'à échouer. Tu fais tes prières comme ça. Mais tu t'arrêtes et il avait un petit arbuste, là, bon, pas un arbuste, c'était un tronc d'arbre, un tout petit tronc d'arbre qui semblait à une racine. Il a déposé. Le processus était quoi? Je devais m'arrêter sur les 2 pieds. Je devais m'arrêter, me mettre debout sur la racine et de mes mains recueillir de l'eau au fond de ce canari-là et me laver. Donc, le bain se faisait sur la racine. Bon, à l'intérieur du canari, il y avait des petites tiges qui empêchaient à ce que
les morceaux de bois, les feuilles. C'était une décoction mélangée avec de l'eau, mais je vous assure que cette puanteur, j'en ai jamais vu. À croire que c'était de l'eau de cadavre. Bon, le cœur a fait quoi? Un élève dans la fleur de l'âge, je crois que j'avais quel âge? 16 ans, 17 ans. Hein. Bon, quand j'ai plongé la main dans le canari, à ma grande surprise, c'est comme si le canari était vraiment un gros seau d'eau. Mais j'ai arrivé à recueillir beaucoup d'eau, juste à seul enseigne que je me suis lavé tranquillement, sans problème. Et quand j'ai fini de me laver, mais au fond, il y avait encore de l'eau parce qu'il m'a dit de vider. J'ai vu que comme il y avait les arbustes et autres, bon, disons, les plantes et autres, j'arrivais plus à prendre de l'eau au fond. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le canari lui-même, je l'ai renversé sur la tête. Et quand je l'ai renversé sur la tête, j'ai été pris de vertige. Ce qui a fait que j'ai enlevé le pied droite sur la branche, en fait, qui était par terre. Ensuite, j'ai posé le canari et je me suis remis en équilibre, disons, parce que, en fait, j'ai perdu mon équilibre par le vertige. Après, quand j'ai fini, je suis revenu. Je lui ai dit, le vieux, j'ai fini, hein. Il est venu dans le canari, il a enlevé un morceau et il m'a demandé de manger avec un peu d'eau qui était encore dans le canari, de bois. Donc, c'était comme du cuit-dent, en fait. Voilà, comme quand tu cuis là avec la dit, cuis-toi, tu manges. C'était un petit bout comme ça. Et quand j'ai fini, je me suis habillé, on est sorti. C'est comme ça maintenant, il me dit que tiens, à minuit ou 2 heures du matin, je viendrai te chercher pour aller te faire visiter le coin. Mais reste en tension. Maintenant, moi là, maintenant les questions viennent. Il dit, mais le vieux, moi je ne comprends pas. Quand toi tu dis tu es quoi au juste? Il dit non, que c'est un sniper, un truc quoi. En anglais, c'est un sniper. Il dit qu'il est sniper. Il dit, mais tu es sniper. Et quand tu te promènes là, on t'envoie en mission. Il dit, oui, quand il se promène, au fait, souvent, il voit des armes qui sont attachées sous des arbres, ou dans les arbres, ou dans les flaques d'eau, au bord des routes, dans les flaques d'eau. Il voit des cœurs des personnes qui sont à l'intérieur, ou le cerveau, l'intelligence des personnes, c'est-à-dire que le bien, la chance de mariage d'une jeune fille, on la fout dans la boue, et la vue de quelqu'un, on la fout dans la boue, le cœur de quelqu'un, on la fout dans la boue, parce qu'à tel enseigne que la boue, selon lui, voilà ce qu'il disait, selon lui, quand il voit une mare d'eau qui ne tarit jamais, même en saison sèche, généralement, ces sorciers-là, ils utilisent ça pour faire les frigos, ou ils gardent là-bas les armes en attendant d'attendre la période bien définie pour passer à l'acte. Il dit, mais quand tu les vois, pourquoi tu ne les libères pas? Quand tu vois le cœur dans le truc, libère. Quand tu vois l'homme attaché dans le truc, il dit quoi, mon petit, tu plaisantes? Je vais te donner un exemple simple. Si toi, tu es en train de te promener, et que dans ta promenade, tu vois un mouton qui est attaché, qui est en train de berler, qu'est-ce que tu fais? Tu le détaches? Il dit, non, il ne peut pas le détacher parce qu'il est en train de crier. Il dit, ah. Selon toi, le propriétaire, il va faire quoi? Mais si le propriétaire, il va me prendre, il risque même de me chasser, de me faire la guerre. Il dit, c'est exactement ça. Les gars attachent le mouton, toi, tu vas aller détacher. Ce n'est pas tout le mouton qu'on détache. D'ailleurs, même quand tu regardes, tu sais que ça appartient à quelqu'un, tu n'as pas le droit d'aller détacher. Donc, si tu le fais, tu sais ce que tu engages. Il dit, ah, mais c'est compliqué. Hein. C'est ce qui m'a un peu découragé. Oh, moi, je voulais devenir comme un sauveur, en fait. Je ne vais pas avoir ces dons-là. Voir l'invisible, voir quelqu'un qui est en détresse, et qu'est-ce que je fais? Je le dépasse pendant qu'il est en train de crier, pleurer, se lamenter, il est attaché, il doit mourir demain, et tu le sais très bien, et tu le dépasses. Je sais que là, c'est pas bien. Bon, j'ai été encore désolé pour ça. Du coup, on finit les rituels. Je ne sais pas si c'est ce qu'on appelait le bain, si c'est ça qu'on appelle l'initiation, mais je ne pense pas. C'est que j'ai déjà entendu sur le forum, sur la plateforme ici, en DMG, c'est carrément différent. Mais je ne sais pas c'était quoi. Donc, pour moi, j'ai appelé ça une initiation peut-être ratée. Mais je vais à la maison, je me couche, je dors à 1h du matin. Je vous dis à 1h du matin. Parce que je n'arrivais même pas à dormir puisque j'étais en train de penser. En fait, j'étais pris de peur maintenant et je me disais que ça, comment ça allait se passer. Mais à 1h du matin, je me suis pris. Je ne peux pas dire que je dormais parce que j'avais l'impression d'être éveillé, mais je pense que je dormais. Parce que je me suis vu en train de dormir. Voilà. J'entends quelqu'un qui m'appelle. Et de surcroît, c'est la voix du vieux. Parce que je l'ai vu une seule fois et on a fait tout ça en même temps. C'est pas que je suis allé réfléchir puis je suis revenu. Non, hein, on a fait en même temps. Donc, à ma grande surprise, j'entends le vieux qui m'appelle. Léo, 1 fois. Léo, 2 fois. Léo, 3 fois. Sors, on y va. C'est qui j'entends vous dire, la famille DMG, c'est la vérité. Ça disait maintenant, je me suis rappelé. Et ça, c'est maintenant les histoires que j'ai vécues sont en train d'arriver une à une. Léo 1 fois, Léo 2 fois, Léo 3 fois, soit on va y aller. Bizarrement, je ne sais pas ce qui m'a retenu là. Comme si j'ai été bloqué.
3 fois, il m'a appelé. 3 fois, j'ai refusé. Et pouf, c'est comme si c'était un rêve qui s'est coupé. Après une semaine, mon ami cousin, il vient me voir. Mais c'est quoi, tu n'es plus parti, le vieux? Et ça s'est passé comment? Parce que lui n'avait aucune idée. Ça s'est passé comment? Je suis parti chez le vieux. Il dit, ouais, qui veut te voir? Ok, on y va. Samedi, je prends mes clics et mes claques, je vais chez le vieux. Le vieux me voit, je le sens un peu réticent à moi. Il dit, mais bonjour, bonsoir le vieux. Comment tu vas? Il dit, ça va mon petit? Il dit, oui. Il dit, mais toi, qu'est-ce que tu as fait comme ça? Il dit, non, j'ai fait quoi? Il dit, mais je t'ai dit que j'allais venir pour qu'on aille sur le site. 3 fois, je t'ai dit, si je t'appelais, tu devais sortir, non? Pourquoi tu n'es pas sorti? Il a dit, ah le vieux, vraiment, excuse-moi, hein, mais compte tenu de ce que tu as dit là, moi, ça m'a découragé. Bon, et puis moi-même, je pensais que c'était rêve. Dans les rêves, j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Je ne sais pas que c'était toi. Et puis, comment tu as fait pour connaître moi? Il dit, mais je t'ai dit que je suis un tireur d'élite, donc je sais où aller. Il dit, je lui ai dit, le vieux, excuse-moi, mais à faire où toi, tu vas voir des gens qui sont attachés, qui sont en train de souffrir, l'âme des gens, et puis tu ne peux pas les détacher. Parce que tu as peur que si tu les détaches, ils vont te réprimander ou bien ils vont toi-même t'avoir là. Franchement, moi, c'est carrément le contraire. Moi, je vais sauver ceux qui ont besoin d'aide. Et si c'est de cette manière, et puis en plus, si toi, comme tu dis, tu vas être mon garant ou mon protecteur, là, si toi, les gens, un jour, ils finissent par t'avoir, moi, ils vont m'avoir, n'est-ce pas? Donc, vraiment, je pense qu'on va laisser ça. Première prière qu'on a fait, de protection, tout ça, là, ça, on peut accepter sans problème. Et dit, famille DMG, je vous dis, le gars est sniper. Mais si vous voyez sa maison, même moi-même qui loue, c'est-à-dire que moi-même qui loue une chambre salon en tant qu'élève, j'avais un grand lit, j'avais un salon un peu meublé, mieux que lui, où il y avait des vieux sièges en bois, des cabarets au fait, une télévision qui ne fonctionne pas, les enfants qui ont des agneaux. Vous voyez, il me dit, mais c'est pas possible. Quand on dit sniper, pour moi, je pense que c'est quelqu'un qui doit, pour une mission, il a son blé. Mais tu dis que tu ne manges pas, mais tu as la vie du sorcier qui fatigue autrui. Donc vraiment, je ne sais pas. Dans les commentaires, on verra ce que vous en pensez comme la moralité de l'histoire. Je vous dis merci et j'espère que je n'ai pas été long. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. YouTube, il y a DMG Productions. Là, on poste tous les lundis, on poste un film. Tous les lundis, il y a un nouveau film à 17h00. Les films, c'est les histoires qu'on réalise aussi. Tous les lundis. La chaîne, c'est DMG Productions. Alors bonjour DMG, bonjour à toute la communauté DMG. Je viens te raconter une histoire qui s'est passée en 2014-2015 parce que je me souviens plus trop de la date, mais c'était entre 2014-2015. Alors, il faut savoir que je ne suis pas camerounaise, mais j'ai fait plus de 9 ans au Cameroun. Oui, j'ai grandi au Cameroun. Je venais dans un autre pays, je suis arrivée au Cameroun en 2013. Quand je suis arrivée au Cameroun en 2013, tout s'est bien passé jusqu'à 2014-2015 où on vivait dans un immeuble. Et c'est que dans les immeubles, on a comme les voisins et tout. On a les voisins de ce côté. On est nombreux. Et il y avait en bas, parce que nous, on était au 3e étage. Et au milieu, il y avait une femme qui sortait presque jamais. Elle ne sortait presque jamais, elle ne sortait pas. Genre, quand elle entre chez elle, là, elle entre, elle ne sort pas. Quand elle entre là, et quand elle sort même, c'est pour sortir directement de chez elle, faire ses activités et rentrer. Et quand elle entre là, elle entre que dans sa chambre, elle ne sort plus. En fait, c'est comme ça qu'on l'a connue. Quand elle entre dans sa chambre, elle ne sort même pas au salon ou quoi que ce soit. Elle entre directement dans sa chambre, elle ne sort pas. Et en bas, genre au-dessous maintenant de la femme là, on a une femme qui était gendarme. Du coup, quand on est arrivé, on était très nombreux, on vivait dans la maison, on était très très nombreux, toute la famille, parce qu'on a quitté dans un autre pays. Du coup, quand on est arrivé, on était tellement nombreux, toute notre famille, on était tellement nombreux. Et du coup, quand on est arrivé, la femme a commencé à nous déranger. Il faut savoir que nous sommes des musulmans et on prie 5 fois déjà par jour et on est toujours dans les prières, dans ça, puisqu'on a quitté dans un autre pays où c'était difficile. Du coup, quand on était là, à chaque fois qu'on était là, la femme la disait que non, on la dérange.
Non, à chaque fois, elle se plaignait. À chaque fois, elle sortait, elle se plaignait. Elle se plaignait, bah, on ne comprenait pas. On se disait peut-être comme j'étais encore enfant et que j'avais des cousines, ils étaient petits, que voilà, que peut-être c'est notre bruit qui les dérangeait. Juste qu'un jour, ma grand-mère, elle a dit qu'on arrête de faire les bruits, on arrête de déranger les voisins et tout. Maintenant, à chaque fois qu'on voulait jouer, on était obligé d'aller loin. On jouait et quand on rentrait, c'était le silence total dans tout l'immeuble. Et elle a commencé comme à aller chez la femme qui était gendarme. Je ne sais pas comment on dit gendarmette. Elle était allée chez la femme qui était gendarme. Et elle lui disait que oui, nous, on est venu avec les pistolets, on est venu avec les couteaux, nanani, nanana, on est dangereux et tout et tout. Mais il faut savoir que la femme qui était gendarme, elle n'était pas propriétaire de la maison. Elle était locataire comme nous tous. Mais à chaque fois, elle était tellement souriante. Elle venait, elle nous voyait, on causait. Elle causait avec mes parents, elle causait avec ma famille, elle causait avec mes grands-parents. Elle était tellement gentille. Mais tellement, genre la femme qui était au milieu, ça la dérangeait. Mais à un moment, elle a commencé à s'habituer avec nous. Tout se passait bien. Elle était là. Bon, elle s'habituait avec nous, quoi. Et à un moment, ma mère, elle a commencé à nous dire, ah, faut pas, on va aller chez elle. Genre, elle nous interdisait d'aller chez elle sans savoir pourquoi. Il faut souligner que au début, quand on est venu dans l'immeuble là, il faut savoir que chaque nuit, je vous assure que chaque nuit, il y avait des hiboux. Parce que quand on est venu là, on n'avait pas fini d'arranger la maison. Donc, il n'y avait pas de fenêtre. Et en plus, il faisait chaud. Dans ce temps-là, au Cameroun, il faisait très, très chaud. Donc, il n'y avait même pas de fenêtre. Et on dormait au salon, il y avait d'autres qui dormaient dans la chambre. Il y avait même d'autres qui dormaient à la cuisine, tellement on était nombreux. Hein. Il y avait vraiment, on mettait même souvent les matelas à la cuisine. Mais la maison était grande aussi. Donc, on mettait les matelas partout, on dormait. La nuit, il y avait les hiboux que tu pouvais. Souvent, les hiboux entraient même dans la maison. Ils se mettaient sur le truc, sur le moustiquaire de ma tante. On était obligé de les chasser, de chercher des trucs pour fermer la fenêtre et tout, et tout, tout. Bref, à un moment, quand la femme s'est habituée avec nous, on a commencé à aller chez elle. Mais ce qu'elle a constaté, c'est que la femme, elle avait seulement deux couleurs d'habits. Soit elle portait le rouge, soit elle portait le noir. Elle n'avait pas de couleur d'habit à part ça. Le premier jour que je suis allée chez elle, genre, son salon était que en noir. Son couloir était que en rouge. Il n'y avait pas, dans sa maison, il n'y avait pas de couleur. Il n'y avait pas d'autre couleur que le noir et le rouge. À part les gobelets, les trucs, les plats, tout ça. À part ça, même la décoration de sa maison, il n'y avait que les cornes, les têtes des animaux, des trucs comme ça. Un jour, par curiosité, je suis allée chez elle jusqu'à j'ai traversé sa chambre. Genre, je suis arrivée dans sa chambre. Puisque la maison, il faut savoir que la maison, chaque maison avait trois chambres. On avait tous 3 chambres, 3 toilettes et tout. Du coup, je suis allée dans sa chambre. Genre, je suis passée, je suis même pas entrée, je suis que passée devant sa chambre. Et là, dans sa chambre, il y avait que, c'était peint en noir, il y avait la tête des animaux. Ce jour-là, je n'ai jamais eu froid comme ça. J'ai eu peur et je suis sortie directement. Je suis allée voir ma mère. J'ai dit ça à ma mère, j'ai tout expliqué à ma mère. Ma mère l'a dit, je t'ai dit de ne pas aller là-bas. Mais vous savez, quand on est enfant, par curiosité, on est toujours là, on sautille partout, 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 partout. On sautille partout, partout, partout et tout. Mais moi, je suis toujours quelqu'un de sociable. Genre, même si tu m'aimes pas ou bien tu m'interdis d'aller quelque part, moi, je veux toujours aller, genre, m'habituer avec la personne, quoi. Genre, toujours être en contact avec la personne, garder des bonnes relations de voisinage et tout. À un moment, il faut savoir que la femme, elle a aussi son gardien. Non, pas son gardien, mais son chauffeur, excusez-moi, son chauffeur. Elle vivait seule et avec son chauffeur. Son chauffeur son chauffeur était un Peul, c'est un nordiste. Il venait le matin, il restait jusqu'au soir et après il partait. Il dormait pas chez elle. Et elle avait une grande voiture noire. Il faut souligner, elle a une grande école primaire à Douala, dans un quartier vraiment connu. Je vais taire le nom du quartier. Et je vais aussi taire le nom de la place et tout. Mais elle a une grande école dans un endroit, à Douala, mais dans un quartier vraiment connu, où on appelle souvent les quartiers des bobos. Donc les gens qui vont connaître. Bref. Donc, souvent quand elle entrait dans sa chambre, elle fermait la porte. Elle faisait même 5 jours, 6 jours avant de sortir de sa chambre. Et même son chauffeur, c'est son chauffeur qui connaissait tout.
Son chauffeur, c'est lui qui connaissait presque sa vie parce que c'est lui qui était avec elle H24. Vous voyez, souvent ce chauffeur venait, il par derrière, il disait à ma mère, ah, fais attention à tes enfants. Hein. La femme là, elle est louche, fais attention à tes enfants. Mais nous, quoi, curiosité, on était toujours là à aller chez elle, à aller partout, partout. Tout le monde nous connaissait déjà dans la maison, tout le monde connaissait déjà dans l'immeuble et tout. Bref, tout ça s'est passé. Ma mère nous interdisait toujours, mais comme nous les enfants, on partait. Un jour, on était là, la femme là, elle est devenue, et c'était une femme, faut dire qu'elle était grosse. Elle était même pas grosse, elle était obèse. Mais il faut savoir que la femme là marchait. Genre quand elle sort, elle va descendre les escaliers, elle va faire ceci, elle va faire cela. Tranquille. Mais elle était obèse, hein. Elle était vraiment grande. Et c'est une femme qui avait l'argent. Quand elle dit que l'argent là, l'argent. Même son école, même si on disait que l'école donnait, directrice d'une école, ok, ça donnait de l'argent, mais ça part d'argent là, tu te posais même souvent des questions. C'est comme ça qu'un jour, elle dit que non, on la dérange trop, elle va déménager. Elle déménage et tout. Quand elle déménage, quelques temps après, on n'avait plus de ses nouvelles. Plus de ses nouvelles. C'est là où, je pense 2 ans après, son chauffeur, il revient à la maison. Quand il revient dans l'immeuble, on le voit, on le salue, on lui dit « Ah, mais où est la femme là? Du jour au lendemain, elle a disparu, on ne la voit pas, et tout, et tout, et tout. » Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là maintenant, il vient nous raconter que la femme là, elle était dans la sorcellerie, qu'elle vendait des gens, et elle vendait des âmes pures, parce que faut savoir que vraiment, on était dans la prière. Et il faut savoir que quand elle est partie, toutes les hiboux qui étaient là la nuit ont disparu d'un coup. Genre, le premier jour qu'elle est partie, là, la nuit, là, il n'y avait plus les hiboux dans la maison. Moi, je n'ai jamais connu une histoire mystique, mais c'est à partir de là que j'ai connu qu'il y avait vraiment la sorcellerie qui existait. Il nous a dit que quand elle est partie, elle avait déménagé, elle est retournée dans le quartier où il y avait son école. Où il y avait, voilà, où elle était directrice de l'école, là. Quand elle est partie là-bas, tout allait bien. Un jour, une nuit comme ça, elle était chez elle. Les gens sont venus chez elle. Ou c'était pour une réunion, c'était pour une quoi. Ils sont venus, ils ont tiré sur elle. Ils ont enlevé son œil gauche. Vous comprenez ça? Genre, je n'ai jamais compris cette histoire. Quand il est venu nous raconter, on était en froid dans la maison. On a enlevé son œil gauche. C'est comme ça qu'elle est décédée. Et lui, il ne travaillait plus chez elle. Quand il a vu ça, quand il a connu ça, il a appelé sa famille et tout. C'est comme ça que lui, il s'est barré, il est parti. Même sa famille sont venus. Oh non, qui a tué notre... Il a dit, je ne connais pas. Elle était dans les réunions, des trucs comme ça. Je ne peux rien vous dire. C'était ma patronne, je travaillais juste. Quand il est venu nous raconter ça, c'est là on a réalisé que donc, je prenais le risque d'aller chez elle, de socialiser avec elle. Mais comme... on avait vraiment pris le risque parce qu'elle pouvait nous faire quelque chose du jour au lendemain sans savoir. Donc, j'espère que mon histoire va édifier beaucoup de gens. Vraiment, écoutez vos mamans, écoutez vos parents. Quand souvent quelqu'un vous dit « ne pars pas dans tel endroit », parce que nos parents souvent, ils ont la vision. Ils te disent « non, ne pars pas dans tel endroit ». Et toi, non, je vais aller et tout et tout. Soit quand tu te mets avec quelqu'un, tes parents te disent « non, ne te mets pas avec lui ». C'est parce que nos parents ont souvent ce genre de vision. Mais que vraiment, nous, on met de côté, on se dit, ah non, ils exagèrent, ceci, cela, nanana. Mais vraiment, protégeons-nous, prions beaucoup. Vraiment, la prière, c'est une protection. Quand tu pries à côté d'un sorcier, tu le déranges. Quand tu pries à côté d'un sorcier, tu le déranges énormément. Donc, vraiment, prions, que Dieu nous protège et protège notre entourage. Donc, voilà, merci DMG, merci pour la force. Mettez des commentaires, vraiment, commentez, partagez, likez. Voilà, merci. Merci pour l'histoire. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez liké, commenté, partagé. Surtout, envoyez vos histoires au numéro à l'écran. C'est le +237 655 81 90 17. Et on va jouer ici sur YouTube. Passez une très bonne journée. Surtout, priez avant de dormir. Ciao.